secret oaths. Into the building of a tightly knit and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmakers so decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. La NSA a surtout espionné des internautes ordinaires et non des cibles surveillées en accord avec la justice. C'est ce qu'affirme le Washington Post dans une enquête publiée samedi. Le quotidien a analysé 160 000 messages interceptés entre 2009 et 2012 par l'agence de renseignement américaine et fournis par l'ancien consultant de la CIA, Edward Snowden. Ces écoutes ont permis la capture de terroristes présumés, mais la majorité de ces données stockées par la NSA concernent avant tout des internautes américains et étrangers tombés dans les filets que l'agence avait tendus pour quelqu'un d'autre. Pourtant, la NSA n'a en théorie pas le droit de cibler des ressortissants américains. Ces nouveaux détails sur l'ampleur des écoutes provoquent l'indignation de l'Electronic Frontier Foundation. Cette association de défense des libertés sur Internet appelle les législateurs à limiter les pouvoirs de la NSA. Elle vient de lancer Stand Against Spying, un site web qui permet de suivre les activités et les votes des membres du Congrès sur les programmes de surveillance du gouvernement. De leur côté, des géants du web comme Google, Mozilla et Twitter se sont récemment alliés autour de la campagne Reset the Net pour sensibiliser les internautes aux questions relatives au respect de la vie privée sur Internet. Une campagne qui met à la disposition des utilisateurs des outils pour protéger leurs données sur leur téléphone ou leurs ordinateurs. Nous avons une relation avec les États-Unis d'Amérique. C'est un pays démocratique, ce n'est pas une dictature. Il y a une justice indépendante. Donc ce sont des dossiers extrêmement compliqués. La question aujourd'hui, Pour en venir une dernière fois à Snowden, voilà un homme quand même qui nous fait des révélations qui nous concernent à titre personnel et la nation tout entière est concernée. On ne peut pas le laisser tomber, on ne peut pas le laisser tomber, Emmanuel Valls. En même temps, nous ne connaissons pas ni les documents, s'il y a des documents, ni la réalité de toutes ces informations, de toutes ces révélations. Donc il faut être prudent. Les services secrets. Les Américains n'ont pas besoin de nous espionner. Nous avons besoin de systèmes de communication et de systèmes technologiques pour espionner ceux qui s'en prendraient aux intérêts fondamentaux. Donc les Américains n'ont pas besoin de nous espionner. Nous, on n'a pas besoin d'espionner des pays amis. Et si les Américains nous espionnent, vous leur dites quoi? Que ce serait particulièrement grave et qu'il faut mettre fin à ces pratiques. Snowden blew the whistle on American efforts to spy on innocent citizens. Today, we all blow the whistle. Protect Snowden! Protect Snowden! It's about privacy of internet! The US government has filed criminal charges against Edward Snowden. Washington now wants help from Hong Kong officials because Snowden's been hiding in the Chinese territory since unleashing the revelations about the National Security Agency. Les États-Unis ont travaillé dur pour faire de Manning un cas exemplaire et dissuasif, en le torturant psychologiquement, dans le seul but de communiquer dans les médias. Je savais ce qui était arrivé à Chelsea Manning. Je n'ai jamais eu de doute sur la manière dont mon affaire allait se solder. On a appris il y a un peu plus d'une heure qu'Edward Snowden venait de demander l'asile politique à l'Équateur.
L'Équateur est finalement la destination finale du fugitif Snowden, même si à l'heure où nous parlons, il est encore à l'aéroport de Moscou. Voilà une histoire qui ferait un bon roman d'espionnage digne de la guerre froide. La Russie comme l'Équateur ont un point commun, leur défiance à l'égard des États-Unis. Snowden, citoyen américain, a osé entre guillemets trahir son pays. Il est donc logiquement le bienvenu à Moscou, comme à Quito, capitale de l'Équateur. Even if he does find a country willing to offer him asylum, there's no guarantee he'll actually arrive at his desired destination. Daesh croit qu'il est autonome, mais en vérité Daesh ne se rend même pas compte qu'il est manipulé par les grandes puissances, dans le plus grand secret. Évidemment que les peuples, les États, même les États ne le savent pas. C'est un État dans l'État. Comme dans tous les pays du monde. C'est pas la CIA, c'est pas le Mossad. Il y a un Mossad dans le Mossad, il y a une CIA dans la CIA, il y a un FBI dans le FBI. Et qu'ils sont 3 ou 4 ou 5 ou 10 à agir. Personne ne le sait. C'est comme dans la franc-maçonnerie. Il y a une franc-maçonnerie dans la franc-maçonnerie. 99% des francs-maçons ne savent même pas ce qu'est la franc-maçonnerie. Ce n'est que dans la dernière loge, je crois, si je ne me trompe pas, la 30. C'est que le terrorisme, là-bas, avec le Patriot Act, ici même en France, n'est qu'un prétexte. Et qu'en fait, on espionne, soi-disant, ses meilleurs amis. On espionne pour l'économie. On espionne pour la diplomatie. On se tire des bourres. On n'est pas en confiance. On se méfie les uns les autres. C'est une dégradation profonde des relations internationales dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, on reviendra sur ces questions. Il y a les faits, j'allais dire, les retranscriptions, et puis en dessous, vous voyez, le commentaire. Voilà, c'est-à-dire que la NSA fait des commentaires sur ce qu'elle a entendu. Alors, on va prendre les exemples que vous avez publiés sur Mediapart ce soir. Celui-ci, par exemple, du 22 mai 2012. Hollande a trouvé la chancelière obnubilée par le pacte budgétaire et surtout par la Grèce qu'elle a laissé tomber. Il faut préciser qu'il vient tout juste d'être élu. On se souvient de cet avion foudroyé. Il venait d'être élu, investi. Il prend cet avion, il part parce que la Grèce, effectivement, menace de sortir de l'euro. La conversation qui est écoutée est une conversation entre le président de la République nouvellement élu et son Premier ministre à peine nommé, Jean-Marc Ayrault. C'est une conversation d'actualité, c'était il y a 3 ans, mais il parle du Grexit. Et en fait, François Hollande veut organiser secrètement une réunion avec l'opposition allemande, c'est-à-dire le SPD, qui n'était pas aux affaires, pour faire pression sur Madame Merkel. Et les États-Unis suivent ça pas à pas. C'est important, car quand on regarde les codes de ces documents, on voit parfois foreign satellite. Cela veut dire que satellite étranger. Ça veut dire qu'il y a une sous-traitance étrangère, et en l'occurrence, la sous-traitance. Vous allez voir encore de nouvelles surprises qui vont vous montrer comment c'est organisé. C'est un système totalement industriel, vous l'avez dit, systématique de surveillance. Alors, autre exemple, c'est le 30 octobre 2008, Nicolas Sarkozy, là je cite le commentaire de la NSA, qui croit que Washington tient désormais compte de certains de ses conseils. Voilà, parce qu'en fait, Nicolas Sarkozy se voit, c'est le commentaire de la NSA, ce n'est pas le nôtre, se voit comme le seul à pouvoir résoudre la crise financière mondiale. Alors, les feuilletons Sarkozy est assez drôle, parfois c'est un peu plus inquiétant puisqu'il s'agit du Proche-Orient et de comment on peut faire bouger les choses au Proche-Orient. Vous voyez bien que anticiper par l'espionnage, ça permet d'entraver, y compris des solutions qui peuvent améliorer les choses. Dans le cas de Sarkozy, dans un understatement, pourrait-on dire, il se moque un peu de lui, d'autant plus que non seulement il se voit comme le sauveur du monde, mais il y a un passage moins anecdotique où Nicolas Sarkozy intervient pour qu'on parle absolument, lors d'un voyage et d'une rencontre avec Obama, des intérêts du groupe Pernod Ricard, et la National Security précise qu'il y a peut-être des liens entre ce groupe, qui est le 2e groupe de spiritueux mondial, et Nicolas Sarkozy. Je dis juste que dans les réactions rares que nous avons pu obtenir, celle de M. Guéant notamment, mais M. Lelouch, qui était ministre du Commerce extérieur et dont les positions pro-américaines sont connues, a cette phrase assez drôle: « Moi qui étais un grand ami de l'Amérique, je le suis moins ». Alors, autre exemple justement. Ce que promet potentiellement la révolution digitale numérique, au lieu d'être utilisé pour refonder nos démocraties, est utilisé au niveau des pouvoirs politiques, au niveau des puissances étatiques, pour déréguler tout, pour permettre une bagarre permanente, un espionnage, une déloyauté, une surveillance qui a des incidences. Par exemple, on voit que dans le cas de Jacques Chirac, c'est la question de qui va être patron de l'ONU, qui va être le secrétaire général des Nations Unies. Et le candidat de Jacques Chirac, eh bien, les États-Unis savent qui est le candidat de Jacques Chirac, eh bien, ils vont faire en sorte que ce ne soit pas lui. Sur des choses...
Rappelez-vous comment la France s'est comportée vis-à-vis de Snowden. Nous ne lui avons pas tendu la main, ce lanceur d'alerte. Nous avons même essayé de détourner l'avion du président bolivien en pensant que Snowden était dedans. Or là, nous voyons bien l'utilité de ces lanceurs d'alerte. Or, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent qu'hélas, le gouvernement vient d'introduire dans la nouvelle loi renseignement un amendement qui n'a pas le temps, puisque c'est une procédure non démocratique. Là, vous parlez de la loi renseignement en France. En France, eh bien, il vient d'introduire un amendement qui ne sera pas débattu en séance, qui fait que les lanceurs d'alerte, qui pourraient être au sein de ces services, s'ils veulent dénoncer des choses, ils ne pourront pas sur une barrière qui est le secret défense. Le secret défense les empêchera de venir dénoncer cela. Et vous voyez bien, pour vous... Le dossier de l'espionnage international des télécommunications n'en finit pas de rebondir. Ce mercredi, ce sont l'Union européenne et le gouvernement allemand qui ont demandé des explications au Royaume-Uni, mis en cause à son tour après les États-Unis pour un programme de surveillance appelé Tempora. Le gouvernement allemand doit faire tout ce qu'il peut le plus rapidement et le plus fermement possible pour obtenir des réponses sur ces programmes. C'est ce qu'a déclaré la ministre allemande de la Justice. Les lettres adressées à mes collègues n'ont pas encore eu de réponse. 3 lignes ne suffisent pas. Le gouvernement britannique doit donner des réponses. C'est Edward Snowden, l'ex-consultant informatique de la NSA, qui samedi a révélé que les autorités britanniques avaient accès, elles aussi, à des fibres optiques transmettant des données Internet. On peut comparer le transfert de données au travail d'un bureau de poste. On envoie des paquets de données par Internet, ils traversent différentes stations. Si le paquet est ouvert, tout le monde, y compris les services de renseignement, peut regarder à l'intérieur. Les renseignements britanniques sont clairement montrés du doigt, un dossier de plus en plus sensible et qui va certainement être évoqué lors du sommet européen qui s'ouvre à Bruxelles ce jeudi soir. Most people knew about NSA phone surveillance after 9/11, but a USA Today investigation has revealed more about secret data collection that went back a lot further. I'm here with USA Today investigative reporter Brad Heath. Brad, how far does this go back? What we found is that the Justice Department and the Drug Enforcement Administration started gathering records of Americans' international telephone calls in bulk beginning in 1992. Wow. Tell us about the data collection. How big was it? So what the government was doing was they were asking telephone companies for basically every record of calls from the United States to designated foreign countries, and at its peak, that included calls to 116 countries. 116, that's a pretty big number. That includes Mexico, Canada, most of South and Central America, the Caribbean, parts of Asia. The State Department recognizes a total of 195, so it's a large part of the world. So Brad, what were they looking for? What the DEA was trying to do was basically get into the communications networks that drug cartels were using, starting with the Colombians, but moving into the Mexicans and the shipment routes that were bringing drugs to the U.S. So all those countries were places that the Justice Department determined had some link to drug trafficking. So did they get anybody? A lot of former DEA and Justice Department officials say that yes, this was integral to a lot of cases, but they haven't been able to point us to specific examples. So the program shuts down in 2013. Why did that happen? One of the main things that was going on when they shut it down was the Edward Snowden leaks. And the Justice Department was going into court and saying, in part, what we're doing in this intelligence surveillance program is okay because it serves national security interests and it's not done for routine law enforcement. And then they sort of had the problem of, well, we're doing something like this for routine law enforcement. And at the end of the day, they had to make a choice between the two programs. Brad, tell us about the significance of what you found. So this is the earliest example we've seen of the U.S. government collecting data on Americans in bulk without suspicion that you were linked to a particular crime. And it provided a sort of legal blueprint for the much broader telephone surveillance program the NSA launched after September 11th. And that obviously has caused a lot of concerns about whether the government has intruded too deeply into people's personal privacy in the name of national security and law enforcement. Brad, thanks so much for your insight here. Learn more about this in-depth investigation on usatoday.com. La Nouvelle-Zélande reconnaît qu'elle a espionné illégalement le fondateur de Mega Upload. Le gouvernement reconnaît que ses services de renseignement ont abusivement surveillé l'allemand Kim Schmitz, alias King.com.
Je présente mes excuses à Monsieur Dotcom et à tous les Néo-Zélandais. J'ai dit au directeur de nos services de renseignement intérieur à quel point j'étais mécontent. Franchement, je suis effaré. Les services de renseignement intérieur n'ont pas le droit d'espionner les Néo-Zélandais ni les résidents permanents, catégorie à laquelle appartient Kim Schmitz. Kim Schmitz, 38 ans, avait été arrêté en janvier dans sa magnifique propriété d'Auckland à la demande du FBI américain. Placé en détention, il a été libéré sous caution un mois plus tard. L'audience pour statuer sur la demande d'extradition des États-Unis est prévue pour mars 2013. Washington accuse le créateur de Mega Upload d'avoir amassé 140 millions d'euros en proposant illégalement des fichiers piratés. L'Allemagne se retrouve à nouveau au cœur d'un scandale d'espionnage. Selon les médias allemands, le service fédéral de renseignement aurait espionné des ambassades et administrations de pays européens et alliés, notamment la France et les États-Unis, sans que cela ne figure dans ses attributions. Inadmissible pour le ministre fédéral de la Justice, qui demande que le BND soit soumis à des règles plus strictes. Il n'y a pas de vide juridique pour les services de renseignement, dit-il. S'ils sont actifs quelque part sans base juridique, c'est illégal, donc il doit y avoir des conséquences. Autre réaction, celle du député des Verts Hans Christian Ströbele. Soit les services de renseignement agissent avec la chancellerie, ou bien la chancellerie savait et a couvert l'affaire. Dans les deux cas, ce serait grave, dit-il. Les services secrets allemands avaient déjà été accusés d'avoir espionné des diplomates français, mais pour le compte de la NSA, l'agence de renseignement américaine, qui de son côté avait aussi mis sur écoute le téléphone portable d'Angela Merkel, ce qui avait entraîné de vives tensions entre Berlin et Washington. You are, in part, even though you're collecting valuable evidence that is going to be used to prosecute people who deserve to be prosecuted, you're also at the same time facilitating their criminal activities. So what you need to be able to do is you need to be able to launder the minimum amount of money possible to get the maximum amount of valuable evidence. In years past, I know that there's been publicity about similar operations that laundered literally hundreds of millions of dollars. We were totally against that. It may sound like a lot of money to some people, but we laundered, in this case, over 2 years, $34 million. But with $34 million, we were able to get not only the evidence concerning some of the people involved in command and control of the Medellin cartel, but also the senior bank officers of the 7th largest privately held bank in the world, a bank that had a presence in 72 countries. مباشرة نعم مباشرة. عبد القادر كيف هددك؟ جاءك أيضا مباشرة وخلك؟ عبد القادر لأنني أردت توقف. قلت له أنا كنت أظن أنني أعمل من أجل المصلحة العليا للوطن، لكن يظهر لي أنني أعمل من أجل مصلحتك الشخصية. فماذا قال لك؟ قال لي بهذه العبارة: أنت جاسوس، أنت عميل، لا تنسى لقد مضيت على أوراق، مضيت على عقد، مش عقد يعني، لكن أوراق رسمية أني سوف أتعامل مع الدراسة النهائية. أيضا قال لي: رصاصة واحدة في رأسك وقائمة الإرهابيين طويلة هكذا بالحرف الواحد. والتهديد الثاني قال لي: والدتك. ماذا سيفعل بها؟ يقتله. قال لي: تخيل. هذا عبد القادر ما زال إلى الآن في المخابرات. ما زال الآن. اسمه الكامل هذا عبد القادر؟ وأنا أنا كنت بعرفه باسم عبد القادر، لكن جاني تأكيد في 2002 إنه اسمه الحقيقي عباسي يعني. جاني هذا التأكيد من جهة. نريد أيضا بعجالة حتى نختم هذه الحلقة، الحواجز المزيفة للجيش، أريد أن أعرف يعني كيف كانت تتم بالضبط؟ كلها كانت تحت غطاء الإسلاميين؟ كلها هي حواجز للجيش ولكن بأقنعة إسلامية، أم كان فيها حواجز طبيعية؟ لا، مرات كانت بتقوم بها على أساس أنها حواجز للجيش، لكن على طريقة يعني طريقة سرية. لا، السرية كانت هذه حواجز عادية. مثلا توقف سيارتين وبعدين يبدأوا يوقفوا في السيارات ويكونوا ملثمين يعني بزي العسكري. بزي العسكري هذه واضحة. يوقفوا، وبعدين كان فيه جملة من الأشياء يقوموا بها يعني. خاصة يعني أولا يقتلوا إذا كان شكوا فيك. أي شك؟ إذا كان شكوا فيك فقط سوف يقتلونك. ثانيا سلب الأموال. كان يتم سلب الأموال؟ سلب المجوهرات.
هو جيش عسكري، انت شاهد على هذه الاشياء. ماذا؟ شاهد عليها خاصة انا بتكلم على هذه الجماعه الخمسه هذو. بالضبط. هؤلاء يبدو انهم عاثوا في الارض فسادا يعني. نعم، سب الاموال والمجوهرات ومرات النساء. معقولة؟ هذا خاصة وأقولها للتاريخ أيضا، في زيرالدا وفي الطريق الرابط بين السطوالي وموريتي فيه حانة اسمها الرايس، وفيه طريق مظلم، طريق مظلم جدا معروف، والإخوة الجزائريين يعرفوه مظلم، كانوا يقوموا خاصة يعني ليالي الخميس يختطفون المرأة، النساء وأيضا السيارات الفاخرة، يعبثون بها ثم يتركونها لأن يعني كان عندنا، وكانت تقال بأنه الإسلاميين أخذوهم أو إرهابيين، وما دام يلصقونها بالإرهابي. من كان يقول أن الجزائر تريد المصداقية الدولية، يعني أنها تقتل حتى تظهر نفسها، أو ما المعنى بالمصداقية الدولية حينها؟ عبد القادر هو الذي كان يقول هذه العبارة، نريد المصداقية الدولية. كيف؟ ماذا كان يعني؟ نريد التعاطف الدولي مع الجزائر. كلما نصيح بأننا ضحايا الإرهاب سوف نتلقى دعم خارجي. لأنه يعني نقول بكل صراحة، يعني كان فيه إرهاب في الجزائر، يعني واحد ما ينكرش، لكن مش بهذه الفظاعة اللي يعني اللي صوروها هما. عبد القادر كان يريد تضخيم الإرهاب من أجل الحصول على الدعم، ربما المالي أو اللوجستيكي أو المعلوماتي، أو تبادل المعلومات مع الدول الأجنبية، أو عقود يعني مع دول أجنبية، لأن كان فيه دول عندها اهتمام بالجزائر، خاصة يعني أمريكا، فرنسا وبريطانيا. يعني في الأخير. The movie The Lives of Others showed how an army of spies was needed to monitor the people of East Germany in communist times. At its peak, the secret police, the Stasi, employed 100,000 people. Now all it takes is a couple of hundred lines of computer code in a program called a Trojan to do the work. Using the Trojan, the government can access essentially everything on the computer, everything you type, everything that's on the screen. Members of Germany's Chaos Computer Club found such a Trojan running quietly in the background on the hard drives of two suspects arrested by German police. One was jailed for selling steroids, the other for selling children's clothing. The program the hackers found can take over your computer's camera to see, for instance, what you're doing at home. It can take over its microphone and listen into any phone calls you might be making over the internet. And it can take a picture of your computer screen, a screenshot, every 30 seconds. But there's a problem. The law only allows police to listen in on internet phone calls. They're not allowed to access anything else on the computer, like the contents of the screen, the files on the hard disk, the contents of the webcam, what you say into your microphone. They're not communicating. And all that would have been possible with a Trojan. But the Federal Interior Minister told journalists there was no police state in the making, and the government would look again at what software it used. Meanwhile, listening in to internet phone conversations would continue. Now that we have new forms of communication, he said, we have to enable our authorities to monitor that kind of communication. You can't forget that it all enables criminals to work better together. But the hackers say the governments, federal and regional, can't be trusted. And they warned that if there are new government Trojans out there, they will likely be much harder to find. Nick Spicer, Al Jazeera, Berlin. George Bush a démenti avoir utilisé cette technique. First I've heard of it is sitting here this morning. Campaigns take bizarre twists. This has got to be one of the more bizarre accusations. We don't need to be, as far as I'm concerned, our campaign, or the Republican, in this case, National Committee, doesn't need to be manufacturing, kind of subliminal message to get my message out. Cependant, la persuasion subliminale a un côté plus sombre. Si tout cela est vrai, cela voudrait dire que cette technologie est utilisée pour nous contrôler. À travers l'Europe et l'Amérique du Nord, des rapports diffusés sur Internet affirment que des gens ont été victimes de messages subliminaux. Ils entendent des voix ou des bruits dans leur tête qui leur disent de faire certaines choses. Ceux qui entendent ces bruits prétendent qu'ils leur sont envoyés par les PERPs, une autorité de l'ombre qui tenterait de contrôler leur vie.
le docteur Armen Victorian a étudié de nombreux cas de contrôle de l'esprit. Ils peuvent programmer un individu pour qu'il effectue certaines choses de telle façon que cette personne pense qu'elle réalise ce qu'elle a envie de faire. Récemment, ils ont été capables d'identifier et d'imiter des émotions humaines. La peur, la paranoïa, le désespoir, l'agonie, l'anxiété et la colère. Les théoriciens de complot pensent que les Purps utilisent des micro-ondes, des fréquences radio et parfois des hologrammes. Des preuves existent pour étayer cette idée. En 1977, la CIA a admis avoir effectué des expériences sur le contrôle de l'esprit pendant les années 50 et 60 sous le nom de code MK-Ultra. Étant rendu public, la CIA a déclaré l'arrêt de ces expériences. Mais des témoignages récents semblent montrer que ce contrôle de l'esprit est toujours en pratique. J'ai fait de la méditation pendant une longue période de ma vie afin d'apprendre à me connaître. J'avais donc vraiment le sentiment de maîtriser mes pensées. Mais c'était comme si quelqu'un d'autre était entré dans mon esprit. Un matin, une voix m'a dit « Bonjour Cathy » et cela m'a réveillée. Ce son était comme métallique. Ils n'utilisent plus cette technique maintenant, c'est dépassé. Mais cette voix m'a réveillée, et ce n'était pas moi qui l'avais imaginé. Ça venait de l'extérieur. Je vous assure que je ne suis pas folle. Les victimes affirment que ces simples phrases se sont vite transformées en des bruits qui les empêchaient de dormir, de travailler ou d'avoir une vie normale. S'ils arrivent à me programmer, ou à vous programmer, ils peuvent facilement superposer n'importe quel sentiment émotionnel sur vous, ou bien vous mettre dans un fond sonore silencieux. Le cerveau ne peut même pas l'entendre. Vous n'avez aucun moyen de le contrôler. C'est ça le plus sinistre. Vous n'avez plus aucun contrôle sur vos pensées ou sur votre comportement. Les victimes du contrôle de l'esprit ont demandé aux autorités d'enquêter sur leur cas. Mais leur requête a été rejetée parce qu'il existe une explication plausible à ces voix. Les hallucinations sonores sont beaucoup plus communes que les gens ne le pensent. Pensez aux fois où vous avez cru que quelqu'un avait prononcé votre nom ou que vous avez cru entendre certains mots. Par contre, si vous commencez à entendre de longs messages dans votre tête, alors il faut penser à aller consulter un psychiatre. Les scientifiques expérimentent depuis longtemps la fusion de l'homme et de la technologie. Des expériences récentes utilisaient des puces électroniques pour relier les messages au cerveau humain. Les théoriciens de complot pensent qu'une fois implantées sous la peau, ces puces peuvent servir à traquer les gens et même à influencer leurs pensées. Le médecin suédois Robert Nisland est un exemple type. En faisant un examen de radiologie en 1977, une puce implantée a été découverte dans son crâne. La puce a dû être retirée par un chirurgien. Le docteur Nisland n'avait aucune idée de sa provenance. J'ai montré ces radios à plusieurs consultants britanniques et ils ont admis qu'il y a quelques corps étrangers sur ces radios. Je leur ai demandé s'il existait une seule raison pour qu'une telle puce soit dans le corps d'un individu. N'ayant pas de réponse, ils m'ont dit que non. Son crâne ne présentait aucun problème particulier, aucune raison valable d'avoir un tel implant. Ils ne comprenaient pas la présence des corps étrangers. On ne peut pas relier la puce de Robert Nisland à des messages secrets. On ne sait même pas si la technologie de l'époque était assez évoluée pour cela. « 20 ans après, on en est toujours au même point. En 1998, le professeur Kevin Warwick de l'université de Reading
a réalisé une expérience pour tester l'efficacité des implants humains. Il s'est fait implanter une puce dans le bras gauche qui envoyait des messages à un ordinateur. L'ordinateur pouvait suivre mes déplacements autour du bâtiment. Ainsi, quand j'empruntais la porte principale, l'ordinateur savait que c'était moi grâce à la puce. Il allumait la lumière et disait bonjour. Impressionnant, mais il y a une grande différence entre suivre les gens et changer leurs pensées et leurs comportements. À ma connaissance, cette technologie reste limitée sur les humains. Il y a encore quelques progrès à faire pour que les implants permettent aux gens handicapés de se déplacer. Mais en ce qui concerne les implants pour espionner les gens, il faudra attendre encore un bon bout de temps pour que cela puisse être utilisé. Mais tout le monde n'est pas convaincu. S'ils veulent le faire, la technologie est là. Toute personne peut être suivie en étant programmée sur un satellite relié à des ordinateurs. Il faut une gigantesque énergie pour pouvoir changer les pensées des gens. Il faudrait un énorme émetteur de micro-ondes aussi grand que la Grande-Bretagne. Il serait vraiment difficile d'obtenir des implants indétectables. Il existe des moyens plus simples pour traquer les gens. Dans chaque grande rue ou dans chaque galerie commerçante, les caméras vidéo surveillent tout ce qui se passe. Pour certains, c'est sécurisant. Pour les théoriciens de complot, c'est la preuve que Big Brother nous épie. Il faut bien comprendre que l'idée qu'un œil avisé nous surveille pour nos propres intérêts est une farce. Ce réseau de caméras a été installé pour gérer la société et non pour contrôler les gens. Il y a une autre façon de voir les choses. On surveille toute la population, ensuite on élimine tous ceux qui vivent normalement et on surveille uniquement les personnes suspectes. Cette seconde méthode est utilisée par toutes les autorités au monde. La surveillance de masse, réduite à certaines cibles. Autrement dit, c'est un vrai cauchemar. On voit très bien qu'ils sont utiles, puisqu'ils révèlent une chose que les gouvernements voulaient cacher. Donc ils informent le citoyen des menaces qui pèsent sur lui, sur la confidentialité de ses actes, de ses conversations, et on voit bien qu'il y a un danger. Il y a un danger évident. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, de croire que Hollande et Valls sont des dictateurs ou Big Brother. C'est pas ça. Ouais, mais imaginons un gouvernement un peu moins républicain que la droite classique ou que la gauche classique, et qui décide finalement de dire bon, là, on a des adversaires, il y en a marre, on va les écouter. On n'aura aucun moyen d'empêcher ça. Aucun moyen. Puisque la puissance technique est là. Allez. Contrôle par en haut et par en bas.